Gérard, bonjour. Bonjour. Bon, nous sommes en décembre. Au niveau des plantes bioindicatrices de ce mois de décembre, qu'est-ce que tu as à nous proposer qui te semble signifiant? Là, j'ai plus grand-chose à vous proposer en décembre, hein. Si les plantes de novembre ont un peu persisté, donc il nous reste les mêmes plantes qu'au mois de novembre, donc notamment ces plantes pionnières comme le mouron blanc, la capsule Bursa Pasteur et puis la cardamine hirsute. Mais moi, je vous conseille en décembre, c'est justement d'aller voir ce qui se passe autour de votre jardin, autour de votre parcelle, pour en appréhender la géologie. Parce que comme les feuilles des arbres sont tombées, on peut bien les repérer, les arbres, les arbustes, tout ça, et on peut comprendre la géologie du sol. Alors autant les pratiques jardinières ou les pratiques agricoles, si elles ne sont pas bonnes, on peut les faire évoluer de manière à améliorer la situation. Autant la géologie, vous ne changez pas la géologie de votre sol. Suivant sa géologie, ça restera sa géologie, hein. On ne change pas la géologie d'un sol. Alors, il y a des plantes qui sont ce qu'on appelle calcicoles, qui ne poussent que dans les terrains où il y a du calcaire actif. Donc, comme le Prunus mahaleb, le prunier de Sainte-Lucie, ou certains érables qui vont vous dire que votre sol, comme l'érable de Montpellier, hein, qui vont vous dire, ou l'érable à feuilles d'aubier, qui vont vous dire que votre sol est calcaire et a du calcaire actif, donc à pH supérieur à 7. Alors sur ces sols-là, donc, vous saurez qu'il faut surtout pas amener d'amendement calcaire. Et puis vous avez des arbres et des arbustes qui vont vous indiquer que votre sol n'est pas forcément riche en calcaire actif, mais est riche en éléments capables de fabriquer des bases non solubles, des roches qui contiennent de la potasse, qui contiennent du magnésium, qui contiennent du calcium, mais sous forme minérale dans la roche, donc non soluble. Notamment les granites et les schistes qui contiennent des micas. Et ces micas sont riches en potasse, en magnésium et en calcium, mais non solubles. Alors, donc pour pouvoir que votre jardin ou votre parcelle agricole en profite, il va simplement falloir activer la vie microbienne du sol pour les faire minéraliser, pour les faire solubiliser. Alors ces plantes qui indiquent ces éléments non solubles, autour de votre jardin ou chez vous, ce sont les érables communs, l'érable champêtre, l'érable plane, l'érable sycomore. Donc là, vous savez que vous avez un sol qui est riche en éléments capables de fabriquer des bases. Et puis une autre plante aussi qui est très intéressante à repérer pour ça, c'est la mercuriale vivace. Alors celle qui est vivace, c'est-à-dire qui repousse tous les ans sur ses racines, contrairement à celle qui est annuelle, qui pousse dans vos jardins et qui germe, qui fleurit, qui pousse, qui fleurit, qui fructifie en 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qui crève. Donc là, c'est la mercuriale vivace qui est vraiment indicatrice d'une bonne géologie et des sols fertiles. Le prunellier aussi, hein, qui indique un sol, qui est déjà bordant 7, quand même des bases non solubles, mais pas loin de 7 quand même comme pH. Donc là, il faut commencer à faire attention à ne pas amener d'amendement calcique. Et puis, vous avez aussi les plantes qui vous indiquent que c'est un sol humifère, où il y a beaucoup d'humus. Alors ça, c'est les ronces, c'est les églantiers, c'est la fougère aigle, voilà. Donc là, vous avez un sol qui a quand même pas mal de matière organique carbonée, donc qui a un gros potentiel de production. Alors, si je peux te reposer une petite question, justement, ça tombe bien, j'ai plein de ronces dans mon terrain, mais elles m'agacent un petit peu toutes ces ronces. Parce que ma prairie commence à ressembler à un roncier et plus vraiment à une prairie. Je fais quoi? Ah là là,
éternel problème des plantes qu'on dit indésirables ou qu'on dit pestes, qu'on dit envahissantes, alors qu'elles sont là pour jouer un rôle hein, dans le sol. Bon, c'est sûr que les ronces, c'est pas très agréable. Mais elles ne vont arriver que s'il y a un déséquilibre. Les ronces indiquent un sol qui a un gros potentiel, qui est riche en matière organique carbonée, mais qui a des carences en azote. Alors, ce qui est très rare aujourd'hui, hein, pratiquement tous les sols sont plutôt carencés en carbone et très riches en azote que carencés en azote et très riches en carbone. Hein. Ou que souvent un sol pauvre en azote et riche en carbone aujourd'hui, ça ne court pas les rues. Hein. Donc vous avez vraiment une chance inouïe si vous avez des ronces chez vous. Donc ces ronces, moi je dis, il faut simplement les. Il n'y a pas de méthode miracle pour les faire disparaître. Par contre, ces ronces, ne les gaspillez pas, quoi. Vous les coupez, vous les broyez et vous les mettez broyées dans le compost. Elles vont améliorer votre compost. Donc vous avez un compost qui sera bien meilleur, bien plus équilibré et qui aura même des hormones de croissance. Parce que dans la ronce, il y a plein d'hormones de croissance. Donc, certaines personnes même se servent du jus de ronce pour mettre au bout des boutures, pour faire prendre plus facilement les boutures. Donc on voit que c'est vraiment une plante intéressante, quoi. Bon, il faut accepter qu'elle pousse et puis qu'il faut la couper et puis qu'il faut la broyer pour la mettre dans le compost. Mais ça fait un très bon compost. Ok, donc le côté de dire je passe un coup de broyeur au tracteur et finalement c'est réparti sur le terrain et pas la meilleure utilisation. Non, parce que déjà le tracteur va tasser. Et puis le tracteur, il va couper plus ou moins ras. Donc ça va repousser très vite. Vous faites plus de dégâts que vous faites de nettoyage en fait hein, avec ce système-là. Non, 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 c'est vraiment, il faut couper les ronces et les passer au broyeur pour les mettre au compost, pour en faire du BRF, quoi. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Ok, bon, merci sur cet intermède sur les ronces. Tu évoquais un petit peu plus tôt en disant c'est le bon moment pour avoir une action pour s'occuper du sol. Qu'est-ce que tu entendais par s'occuper du sol du coup? C'est ramener des amendements? Ben oui, c'est faire son analyse de sol par les plantes bioindicatrices et puis faire ce qu'il faut pour rééquilibrer votre sol. Alors, entre autres, si par les plantes bioindicatrices vous voyez que votre sol manque de carbone ou est excédentaire en azote, c'est le bon moment maintenant pour ramener la matière organique carbonée. Si vous mettez de la matière organique carbonée au printemps, vous allez provoquer dans vos cultures ce qui s'appelle des fins d'azote. C'est-à-dire, vos radis, vos choux, vos poireaux, ils vont pas pousser, quoi. Et parce que les micro-organismes qui décomposent la matière organique carbonée utilisent l'azote et la potasse du sol pour décomposer cette matière organique. Donc, il provoque ce qu'on appelle une fin d'azote. Par contre, si vous mettez maintenant votre matière organique carbonée sur votre sol, ces micro-organismes qui décomposent avec l'azote et la potasse la matière organique au printemps sont en repos. Elles ne travaillent pas, elles dorment là. Donc vous pouvez mettre votre matière organique carbonée maintenant et comme ça vous n'aurez pas de problème de fin d'azote. Et puis en plus, même s'il y avait des problèmes de fin d'azote, l'hiver vous ne cultivez pas alors, donc vous n'avez rien qui pousse. Donc c'est le bon moment pour rééquilibrer votre sol en matière organique carbonée parce que c'est le grand déficit de tous les sols en France aujourd'hui. Donc en chose simple, tu nous parles de BRF. Le BRF, la paille, la sûre, tout ce qui contient de la cellulose ou de la lignine. D'accord. Alors, petit détail par exemple par rapport au BRF, c'est qu'on fait aussi un nid pour qu'il y en ait on ait des petites bébêtes style ratopier ou ce genre qui peuvent être bien au chaud pour l'hiver. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, si vous suivez mes conseils, si vous mettez régulièrement
du BRF un peu tous les ans et pas une grosse quantité tous les 10 ans, ça ne peut pas servir de nid aux bestioles. Moi, je préconise 50 tonnes de matière de BRF à l'hectare. 50 tonnes à l'hectare, ça fait 5 kilos au mètre carré. Il n'y a même pas une pellicule, quoi. C'est impossible que les petites bestioles puissent nicher dedans. Le tout, justement, l'astuce, c'est d'en mettre peu à la fois et souvent, et puis comme ça, on n'a plus ces problèmes-là. Ok, parce que assez souvent, ils disent non, Ah ben non, mais... en BRF, il faut mettre 10 cm, Ouais, voilà. 20 cm, 20 cm Ah ben non, de mais... BRF. C'est une catastrophe, quoi. C'est comme si on vous disait, à Noël, vous mangez 5 dindes, quoi. Les sols peut pas... Alors déjà, le sol ne peut pas y digérer, parce qu'il y en a trop. Et puis ensuite, eh ben, c'est la porte ouverte à tous les parasitismes, mais que ce soit bestioles ou champignons. Ou... Vous en mettez un peu, ça favorise les bons champignons. Vous en mettez trop, ça favorise les mauvais champignons. Et puis les mulots, bien sûr, ça, c'est clair. Voilà, parce que pour les mulots, effectivement... Ah ben, si vous avez une couche dans laquelle il peut nicher ou se cacher pour pas être mangé par les buses et puis par les chouettes, ça c'est sûr que vous allez avoir des mulots, oui. Ok, merci Gérard. Est-ce que tu vois d'autres éléments sur le côté... Ah ben, et aussi, il faut regarder quand même si vous avez des sols, des vrais acides, quoi. C'est-à-dire des sols qui n'ont même pas de base non soluble, qui se trouvent généralement sur les sols qu'on appelle désaturés, qui ont été lessivés, ou dans des roches comme les grès métamorphiques siliceux, qui ne contiennent rien d'autre que de la silice et un peu de fer, quoi. Donc, ces plantes là-dessus, ben, c'est les bouleaux, et puis toutes les éricacées, quoi, notamment la calune, la bruyère, et puis alors la calune et la bruyère. On ne devrait pas appeler la calune bruyère, on devrait l'appeler calune, Erica caluna vulgaris. Et puis les vraies bruyères, les éricas, quoi, la bruyère cendrée et les autres bruyères. Donc là, vous avez des sols qui sont désaturés, et là, ben, il va falloir essayer de ramener du très bon compost, ramener au printemps du très bon compost équilibré C/N, qui est de l'azote et du carbone au printemps, ramener du carbone à l'automne, et puis peut-être quelques amendements minéraux par-ci par-là, en prenant des précautions, parce que vous avez des sols qui sont très très pauvres. Alors dans ces sols d'ailleurs où il n'y a rien, il y a que de la silice, il faut fractionner les apports, parce que c'est très lessivable dans ces sols-là. Donc si vous amenez tout à la fois, ben, la première pluie, ça va partir à la rivière, et puis vous n'aurez plus rien dans votre sol. Donc au lieu de mettre 1 tonne par an, eh ben, vous mettez 300 kilos 3 fois par an, quoi. Encore une fois, c'est si on mange trop, de toute façon, on finit avec une indigestion. Ah bah oui, oui, oui. Et les sols, le plus ils sont pauvres, le moins ils peuvent digérer. L'agriculture, c'est l'un des problèmes de l'agriculture, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Les sols riches ne peuvent que s'enrichir, les sols pauvres ne peuvent que s'appauvrir. Donc il faut vraiment faire attention sur les sols pauvres de ne pas faire d'indigestion. Tu veux dire qu'il est plus facile d'enrichir un sol riche que d'enrichir un sol pauvre? Tout à fait. D'accord. Parce qu'on peut quand même avoir un petit espoir pour, un jour, avoir une terre plus riche. Ah mais en lui prêtant une grande attention et en prenant très soin de lui. Ok, comme avec les humains finalement. Bah oui. Merci Gérard pour ce mois de décembre.